Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir, bienvenue dans C'est excellent, votre émission, celle qui crée le lien en direct de Sud Radio tous les dimanches à 19h. Et merci mes chers auditeurs pour votre fidélité. Dans cette émission, les personnalités qui incarnent l'excellence française prennent la parole et nous racontent leur parcours, celui qui les a emmenés vers des destins d'exception, parfois risqués et surtout incarnés et excellents. J'ai le plaisir de recevoir ce soir une femme qui écrit notre société contemporaine avec un regard sans prétention et d'une poésie certaine, même quand il s'agit du déni terrible de l'agression. L'excellente romancière Karine Thuil, dont le dernier livre Les choses humaines, sorti en 2019, a fait couler beaucoup d'encre. Nous en parlerons tout à l'heure. Et on parlera aussi artisanat d'art dans l'art et la manière avec Éric Leblanc, qui viendra nous raconter son association Anjou Métiers d'Art, dédiée à la conservation de notre patrimoine et de notre savoir-faire français. Ce savoir-faire qui s'est transmis au fil des siècles et qu'il nous faut plus que jamais protéger et faire perdurer. Puis, en deuxième partie de cet excellent, ne ratez pas le metteur en scène, comédien, réalisateur et maintenant faiseur de magnifiques images de Paris, Jérémy Lippmann, qui était intervenu avec nous en Zoom pendant le confinement et avec qui nous nous étions promis de nous retrouver en studio quand ça serait possible, et c'est chose faite ce soir. C'est parti pour une heure d'échange et de plaisir, c'est excellent, et c'est votre émission, celle qui crée le lien. Bonsoir Karine Thuil et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Alors, je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes une des romancières françaises les plus lues et appréciées de votre génération, même si vous faites grincer les dents de certains avec votre langage sans concession à l'écrit, qui vous vaut pour sa part aussi de nombreux aficionados. On le sait peu, mais vous avez débuté votre vie professionnelle en tant que juriste. Et c'est d'ailleurs une information très intéressante à la lecture de vos ouvrages, qui décrivent tous une certaine vision de notre société contemporaine, d'un regard à la fois acerbe et assez réaliste. On imagine que cette expérience de juriste a dû influencer vos écrits et plus particulièrement vos sujets, Karine Thuil. Oui, je suis une avocate ratée au grand désespoir de mes parents. En fait, j'ai toujours écrit, mais j'ai fait des études de droit en parallèle en espérant être enfin publiée, ce qui est arrivé assez tardivement, à l'âge de 28 ans. Donc j'étais en deuxième année de thèse de droit, que je n'ai jamais soutenue. Et je n'ai jamais finalement repris le droit. J'ai exercé en tant que juriste quelques mois seulement. Mais c'est vrai que ça m'a apporté, je dirais, un certain regard sur la société, une certaine réflexion sur des problématiques politiques, sociétales, voilà, qui m'intéressent, et notamment la place de chacun dans la société. Et c'est vrai que ça s'est révélé de manière encore plus forte avec Les choses humaines, puisque ça raconte en partie un procès d'assises pour viol, et j'ai passé beaucoup de temps au palais de justice de Paris. D'accord, donc vous êtes allé directement sur place pour vous imprégner en fait de l'ambiance et de comment ça se passe et pouvoir rétribuer les choses de manière juste, c'est ça ? Oui, voilà, j'ai pensé que si je voulais raconter de la façon la plus juste possible ce qu'il se passait dans la tête d'un homme accusé de viol, il fallait se rendre au palais de justice, puisque c'est le procès de l'accusé, c'est là que sa parole va se révéler, se raconter, et puis c'est des moments de très grande intensité, parce qu'il me semble qu'un procès d'assises raconte la société dans laquelle on vit. Et j'encourage d'ailleurs toujours les gens et vos auditeurs d'ailleurs à aller au palais de justice pour voir comment ça se passe, quoi. Voilà, parce que c'est absolument passionnant. Et alors, est-ce que vous êtes aussi allé à la rencontre d'agresseurs, du coup ? Alors c'est intéressant comme question, parce qu'effectivement il y a beaucoup de livres ou de témoignages ou même sur internet de victimes, mais il n'y a rien sur les agresseurs. Justement. Et quand vous parlez avec des hommes autour de vous, personne ne se sent concerné par cette question-là. Et c'est un phénomène d'ailleurs qui est assez intéressant et que j'ai découvert au palais de justice, qui est le déni, qui est le refus de se voir comme un agresseur. Sauf évidemment quand les faits sont flagrants et qu'il y a des témoins, etc. Mais dans mon cas, dans mon livre, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un, finalement, c'est parole contre parole. C'est un jeune homme qui est accusé de viol à l'issue d'une soirée et qui dit moi je pensais qu'elle était consentante, et la jeune fille va dire il m'a agressé sexuellement. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce procès d'assises, c'est que je crois qu'au-delà de la vérité judiciaire, il y a une vérité humaine qui se dessine et qui est très intéressante à explorer. Alors pour revenir un petit peu sur votre parcours, vos premiers écrits à l'âge de 19 ans, ils ont été refusés par les maisons d'édition. Il faut être persévérant pour devenir écrivain a priori, parce que vous avez votre premier livre qui a été publié 10 ans plus tard. Et d'où vient ce goût pour raconter des histoires et cette envie de persévérance justement ?
Alors moi, j'ai toujours écrit. J'ai ma mère qui m'a donné très tôt à lire des textes qui étaient pour moi assez transgressifs, assez subversifs. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est très intéressant, c'est-à-dire de découvrir le monde et la société dans laquelle on vit, y compris quand on est adolescent, à travers les livres. Et donc, j'ai découvert elle me donnait à lire des textes avec une forte charge politique ou sociale. Et j'ai toujours écrit avec effectivement l'espoir secret un jour d'en faire mon métier. C'est très compliqué. Alors aujourd'hui, maintenant, je m'y prendrai différemment et d'ailleurs, je suis toujours la première lors des salons littéraires à donner des conseils à ceux qui veulent écrire. Parce que, par exemple, c'est très important de bien choisir la maison d'édition. On n'envoie pas, en fonction de ce que l'on écrit, on n'envoie pas son manuscrit à telle ou telle maison. Voilà. Et donc, ça a été un parcours assez long pour moi et c'est finalement, après avoir participé à un concours sur manuscrit, qui est le concours organisé par la Fondation Simone et Sino Del Duca, que le texte a été remarqué et que j'ai pu publier. Alors ça a été remarqué par Jean-Marie Rouard, qui était directeur du Figaro littéraire. Ça a été une révélation pour vous, mais alors ce que vous venez de dire, c'est que vous étiez rêvé écrivain dans l'enfance, donc finalement c'était pas une révélation, ce rêve, c'était une évidence pour vous que vous vouliez le devenir finalement. C'était une évidence, mais en fait il y a aussi la grande question du déterminisme. Moi j'étais fille d'immigrés d'Afrique du Nord, j'avais vu mes parents trimer pour trouver leur place dans la société, donc je pensais d'une certaine façon que ça n'était pas un métier pour moi, que ce serait sans doute trop difficile, et donc j'ai fait ces études en parallèle aussi. C'est une façon de rassurer aussi les parents et de trouver sa place dans la société d'une autre façon. Et je dis souvent que je suis la preuve que la volonté, le travail, la ténacité paye, y compris dans ces domaines artistiques qui paraissent souvent inatteignables, voilà, pour certains. C'est ça l'excellence française. Alors vos sujets, pour continuer un peu dessus, sont résolument sociétaux et dès le départ. Dans Pour le pire, qui est donc votre premier livre, vous parlez de la décomposition d'un couple. Puis dans le deuxième, Interdit, sorti chez Plon aussi en 2001. Donc le premier, il est sorti en 98 chez Plon. Il s'agit de la crise identitaire dans le deuxième, du coup, d'un vieux juif face à sa propre religion. Et alors si on fait un bond dans le temps de quelques années, on arrive en 2013 à l'invention de Nos vies, qui est sorti chez Grasset, qui a été nominé, prix Goncourt des lycéens, et qui raconte le mensonge éhonté d'un avocat médiatisé. Je vais essayer d'aller plus vite pour se faisant passer par un juif. Et puis dans votre dernier roman, donc, dont on vient de parler, sorti l'année dernière chez Gallimard, et ayant reçu celui-là, le prix Interallié, prix Goncourt des lycéens, Les choses humaines. Bravo pour ça. C'est la société médiatique, le pouvoir, les classes sociales et le rapport aux femmes et le viol qui est décrit sans concession une fois de plus. Pourquoi vous les choisissez, ces sujets-là ? Comment vous les choisissez ? Alors c'est intéressant, je dirais qu'ils me choisissent aussi, c'est-à-dire que tout est parti d'un fait divers dont j'avais entendu parler en lisant la presse. C'était un procès en 2016 qui opposait deux familles américaines à l'issue d'une soirée à l'université de Stanford. Une jeune femme accusait un jeune homme, un étudiant, de l'avoir violée. Et le verdict, 6 mois de prison dont 3 fermes, avait choqué une grande partie, notamment des Américaines. Et je suis partie de ce point de départ pour raconter cette histoire. Donc c'était bien avant MeToo. Et puis j'ai été, je dirais, rattrapée par cette actualité et ce mouvement incroyable de libération de la parole. Et évidemment, j'aborde aussi ces sujets dans Les choses humaines. Et je dirais que voilà, c'est l'actualité et la société qui m'ont rattrapée et qui s'imposent à vous, en fait. Qui parfois se sont... Alors l'écriture, c'est comme une forme de transgression ou de liberté totale, en fait. C'est ça qui vous caractérise ? Pour moi, c'est le lieu où effectivement la liberté est totale, où les tabous peuvent être levés. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'art, c'est qu'on puisse aborder des sujets qui sont aujourd'hui difficiles à explorer dans d'autres domaines. Par exemple, aujourd'hui, dans les débats, sur les réseaux sociaux, c'est l'indignation généralisée. Il y a beaucoup moins d'espace pour la réflexion, pour le temps long. Or, la littérature permet cela. On peut absolument tout dire par la voix de nos personnages, y compris les vérités les plus dérangeante. Et moi, j'aime bien l'idée qu'un objet artistique devienne un objet de débat, de dissension, de contradiction, parce que c'est aussi ça la démocratie, c'est pouvoir s'écharper autour d'un sujet. La liberté de parole. Quels grands écrivains vous ont inspiré, Karine Thuil ? Alors, il y en a beaucoup. Je citerai peut-être Camus, déjà, qui m'a beaucoup inspirée enfant, adolescente. Plus tard, un écrivain américain, Philip Roth, a été pour moi une très grande source d'inspiration parce qu'il démontait les mécanismes de la société américaine
à travers la question du sexe, Oui. qui est très présente aussi dans les choses humaines. Du sexe de l'homme cette fois-ci plutôt. Voilà, du sexe, alors comme instrument de prédation, Oui. mais aussi comme lien amoureux, puisqu'il y a Bien sûr. aussi une histoire d'amour dans les choses humaines. Simone de Beauvoir, par exemple, qui a aussi été une très grande inspiration, et notamment pour les choses humaines, puisque Oui. Claire Farrell, l'héroïne, est une féministe connue pour ses engagements. Enfin, la liste serait trop longue pour tous les énumérer, mais voilà, c'est des paroles fortes qui, à différents moments de ma vie, m'ont porté. Vous en propulsez aussi quelque part. Dans des histoires peut-être que vous avez Oui, écrites parce que ensuite. chaque écrivain, c'est un univers, c'est une langue. On peut aimer Thomas Bernard pour sa langue, on peut aimer tel autre Malraux pour les sujets de société, l'humour pour Gary pour l'humour. Oui. Enfin, disons que chaque auteur vous apporte son univers, son monde, et vous permet de mieux comprendre la société dans laquelle vous vivez. Voilà, je pense par exemple à Anna Karénine Oui. de Tolstoï, qui a aussi été une très grande révélation pour moi. Donc tous ces grands auteurs, les auteurs russes, voilà, qui racontaient si bien l'âme humaine, et après modestement, en tant qu'auteur, on essaye de répéter à notre façon. Qu'est-ce que c'est un grand écrivain, Karine Thuil ? Pour moi, c'est quelqu'un qui est capable, avec une langue qui lui est singulière, qui lui est propre, de raconter un monde. Alors ça peut être son monde, et à travers la narration de son propre monde, il va toucher à l'universel. Je pense à quelqu'un comme Bashevis Singer, par exemple. Mais pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a à la fois une langue et un univers. Et alors, est-ce que la langue est celle qu'on s'invente, ou est-ce que la langue est celle qu'on s'impose, finalement, dans l'écriture ? Les deux à la fois, parce que je dirais qu'il y a des auteurs qui ont une discipline, qui s'imposent un certain carcan au niveau de la langue, et il y en a d'autres qui travaillent de manière beaucoup plus spontanée, avec une écriture presque automatique. Comment vous travaillez, vous ? Alors, chaque livre impose son univers et sa langue. Par exemple, pour l'invention de nos vies que vous citiez, c'est un livre qui raconte quand même la brutalité de la société. Et donc, j'ai cherché une narration, une langue plutôt heurtée, avec l'utilisation des barres obliques, qui donnait un certain rythme à la phrase. Pour les choses humaines, qui est un sujet beaucoup plus âpre, la question du viol, des sentiments, j'ai choisi des phrases assez courtes. C'est assez sobre, l'écriture est assez sobre. Donc chaque livre très agréable impose, à lire, voilà, chaque livre impose sa langue. C'est le livre qui impose sa langue et pas l'inverse, alors. Oui. Donc c'est l'histoire qui impose au livre sa langue, qui va vous l'imposer ensuite, c'est voilà. ça, Alors, le process ? il n'y a pas de schéma type. Parfois, c'est la langue qui s'impose en premier. Parfois, c'est le sujet, un univers qui, même parfois une poésie, un texte que vous avez lu, un article de presse, une rencontre aussi avec quelqu'un. Et tout cela finit par constituer un livre. Et alors, c'est quoi la routine d'un écrivain ? Faut se forcer à travailler tous les jours un certain nombre d'heures, c'est ça, pour arriver à faire quelque chose ? Comment vous fonctionnez ? C'est une vie très ennuyeuse. Oui, en fait, c'est une discipline. Souvent, les gens nous parlent de l'inspiration, du fantasme, de la page blanche, mais en réalité, pour moi, ça ressemble au sport, en fait. C'est-à-dire, quand vous faites un marathon, vous vous entraînez tous les jours. Et l'écriture, c'est un peu pareil. donc plus vous écrivez, plus ça devient facile, voilà. c'est ça ? Donc tous les jours à 8h, j'essaye de me mettre au travail. À 8h précises du matin ? Oui, quand tout le monde part et quand la maison est vide, et je commence à travailler. Et effectivement, une journée idéale pour moi, c'est une journée de solitude totale. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. À peu près 5-6 heures où là, je vois des amis, je vais dîner. Mais c'est vrai que cette solitude fait partie aussi du travail artistique. Du métier lui-même. Oui. C'est très intéressant tout ça. Vous êtes bien sur Sud Radio et moi aussi avec Karine Thuil, c'est excellent. Ne bougez pas, on revient, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai, et c'est excellent. Comme tous les dimanches à 19h, je vous propose une rencontre entre deux mondes, deux personnalités qui incarnent l'excellence française. Je suis ce soir en compagnie de l'excellente romancière Karine Thuil, qui sera rejointe en seconde partie de cette émission par le non moins excellent metteur en scène, réalisateur, comédien et photographe de Paris, Jérémy Lippmann. Juste avant lui, nous irons faire un détour savoir-faire vers Anjou avec le président de l'association Anjou Métiers d'Art, Éric Leblanc. Mais tout de suite, on continue l'échange avec Karine Thuil. Karine Thuil, dans Les choses humaines, votre dernier roman qui est paru chez Gallimard donc en 2019, qui est prix Interallié et prix Goncourt des lycéens, je tiens à le redire. Vous vous inspirez d'une affaire de viol, vous le disiez tout à l'heure, qui a eu lieu sur le campus de Stanford il y a quelques années. Il y a une belle partie des problèmes disruptifs de notre société dans ce livre qui sont représentés, le choc des milieux, des cultures différentes, la culture patriarcale, la genèse de la domination masculine finalement.
tout cela à travers l'esprit de l'agresseur, à travers son regard plus exactement. Est-ce un roman résolument féministe malgré son impartialité narrative ? Je le définirais pas comme un roman féministe. Je dirais que parce que c'est un livre qui ne prend pas parti, qui place le lecteur dans la position d'un juré d'assises. Et donc c'est à chacun, en fonction de son histoire, de ses codes, chacun va lire cette histoire et va avoir son propre avis. Et c'est aussi ce qui m'intéresse dans un livre, c'est que le lecteur soit actif, qu'on lui donne pas toutes les clés d'une problématique. D'où le ton impartial finalement en fait. Oui, effectivement, comme dans la neutralité comme dans un procès d'assises. Alors après, les personnages sont plus ou moins tous féministes. très colorés, Par exemple, effectivement, la mère, quand le livre s'ouvre, est une féministe convaincue et reconnue, mais quand c'est son fils qui est accusé de viol, évidemment, son point de vue change. Elle est résolument du côté de son fils. Elle perçoit les faits d'une autre façon. Et c'est ce qui était intéressant avec ce sujet, c'était d'aborder ce sujet, mais à travers les différentes visions de chacun. Une mère, un père, l'accusé lui-même, la victime, le père et la mère de la victime qui, eux, veulent se venger, et c'est normal. Donc le lecteur est tour à tour dans la peau de chacun de ces personnages. Alors Karine Thuil, justement, puisqu'on parle de féminisme, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau féminisme du 21e siècle ? Je parle évidemment du mouvement MeToo, de Balance ton porc, et puis de plein de choses qu'on entend en ce moment. Est-ce que la violence des propos et des attitudes, enfin moi personnellement, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi elle me fait penser au grand bruit que faisaient les suffragettes au début du 20e siècle pour se faire entendre pour le droit de vote des femmes, sans qui aujourd'hui on l'aurait pas eu, clairement, ce droit de vote. Est-ce que la violence au départ c'est nécessaire pour faire changer les choses plus vite ? Est-ce qu'on est obligé de hurler pour se faire entendre ? Oui, je crois que ça a été quand même un moment très important de libération de la parole, MeToo, parce que c'était un temps où on sentait qu'on pouvait dire les choses. Alors, on pouvait bien sûr dénoncer des viols, des agressions sexuelles, mais aussi d'autres abus, du harcèlement, des comportements dégradants. Donc, ça a quand même été un moment très important. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit mener ce combat seul contre les hommes ou avec les hommes ? Et en discutant avec des hommes de ma génération ou avec des hommes plus jeunes, je me rends compte que finalement ce combat, ils le partagent. Ils sont quand même sensibles à l'évolution des choses, à ce qui se passe, et ça il faut l'entendre. Moi je suis résolument dans ce combat aussi avec les hommes. C'est important parce qu'on ne peut pas se couper d'une partie de l'humanité pour faire avancer les choses de toute façon, c'est une évidence ça. Non, après c'est des partis pris. Vous avez aujourd'hui des féministes qui ont des discours très durs contre les hommes. Moi personnellement, à ces fameuses suffragettes, je ne les partage pas forcément. Et mais encore une fois, parce que oui, bien sûr, mais comme disait très bien Gisèle Halimi, parce qu'elle a quand même été celle qui a fait en sorte que le viol soit considéré comme un crime, tout passe par les codes culturels et par l'éducation. Et finalement, l'éducation, elle commence très tôt. Les jeunes garçons, les petites filles, on leur apprend très tôt à avoir plus ou moins certains comportements. Donc ça passe par les mères aussi. Se défendre. Évidemment, ça passe pas seulement par les mères, aussi par les pères, mais en tout cas par l'éducation. Merci pour ces bons mots, Karine Thuil, et surtout restez avec nous. Tout de suite, on rejoint Éric Blanc, qui est président de l'association Anjou Métiers d'Art. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bonjour Éric Blanc et bienvenue dans C'est excellent sur Sud Radio. Bonjour Éric. Bonjour. Alors je rappelle pour nos auditeurs, Éric Blanc, vous êtes à la tête de l'association Anjou Métiers d'Art, qui regroupe le meilleur du savoir-faire de nos maîtres d'art français, tous secteurs confondus. Je ne me suis pas trompée ? Oui, alors je ne suis plus président de l'association, j'en fais toujours partie depuis 20 ans. Oui. Et je suis dans plusieurs autres associations qui s'occupent donc des métiers d'art, de la valorisation des métiers, particulièrement de mon métier qui est plâtrier. D'accord. Stucateur, qui est un métier qui est en voie de disparition. Oui. Voilà. Et donc, évidemment, dès qu'on a l'occasion de parler de nos métiers, d'envoyer des messages à nos jeunes pour leur dire que nos métiers existent encore, qu'on peut s'épanouir dans nos métiers, réussir une belle carrière dans nos métiers d'art. Oui. C'est l'occasion d'en parler. Alors justement, la transmission, c'est essentiel pour les métiers d'art. L'apprentissage, c'est la solution, à votre avis, pour continuer à faire connaître et perdurer ces savoir-faire millénaires ? Éric Leblanc. Oui, alors évidemment, nos métiers s'apprennent par l'alternance, par l'activité, sur nos chantiers, dans nos ateliers. Et il est bien évident que si nos maîtres forment nos apprentis, les apprentis reformeront, ainsi de suite. Donc, notre devise est plutôt travailler, progresser sans cesse et retransmettre aux plus jeunes. Ouais. C'est quoi un maître d'art, Éric Leblanc ? Alors, un maître d'art, c'est quelqu'un qui a le
souci de perfectionner son art et de le retransmettre dans son intégralité pour qu'il perdure dans le temps. D'accord. Alors, cette association Anjou Métiers d'Art, elle a pour ambition la valorisation du savoir-faire français, qui est indispensable. Vous m'entendez ? Vous m'entendez, Éric Leblanc ? Oui, je vous entends. D'accord. Donc, Anjou Métiers d'Art a pour ambition la valorisation, je disais, du savoir-faire français indispensable à la conservation de notre patrimoine. Pourquoi est-ce que c'est si important de mettre en lumière ces métiers d'exception, Éric Leblanc ? C'est important parce que si on n'y fait pas attention, dans certains domaines, certains métiers vont disparaître complètement du fait qu'on ne le présente pas assez à nos jeunes et qu'on ne les fait pas assez rêver, finalement. Ouais. On les laisse aller sur les écrans, se diversifier. Et en fait, la matière leur permet de s'épanouir, de grandir et de réussir leur vie comme on a pu le faire nous. Oui. Alors, comment ils sont sélectionnés, justement, les adhérents, les maîtres d'art qui adhèrent à Anjou Métiers d'Art? C'est vous qui les sélectionnez ou c'est eux qui vous rejoignent? Alors, à Anjou Métiers d'Art, il y a un petit comité de sélection. En fait, c'est plus remplir une charte de qualité, être référencé dans la liste des métiers d'art. Oui. Et donc, ça veut dire que c'est comme une grande famille, les métiers d'art, finalement. Il y a plus de 250 métiers référencés. Oui. Donc, ça veut dire qu'entre nous, on doit pouvoir faire des échanges, faire des partenariats et travailler dans des domaines. Nous, on est par exemple dans le domaine du patrimoine. Oui. Donc, on se côtoie avec les maîtres d'art en vitrerie, on se côtoie avec les peintres décorateurs. Donc, il y a plein de métiers qui sont très enrichissants. Il y a plein d'échanges, il y a plein de transversalité dans nos métiers. Et alors, j'ai eu l'occasion, par exemple, de travailler avec une créatrice de mode pour créer la robe en plâtre. D'accord. Et donc, c'est des moments rares. On a pu faire porter une robe en plâtre par une femme. Donc, ça a permis de faire parler notre métier différemment, d'intéresser les jeunes à notre métier en leur disant si un jour vous voulez faire une robe en plâtre, venez apprendre les bases du métier avec nous. C'est génial. Et c'est comme ça que vous valorisez votre savoir-faire, on est d'accord. Voilà. Vous faites aussi des expositions, normalement Depuis 15 ans, on n'a plus tellement le choix, on est obligé de faire rêver les jeunes, donc on va utiliser la matière différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire du spectaculaire, on va l'utiliser pour faire des choses qu'on n'a jamais vues et faire rêver nos jeunes pour qu'ils viennent s'intéresser à nos métiers. Dans tous les domaines, dans tous nos métiers, on n'a plus tellement le choix. Si on veut les faire venir, on peut pas leur présenter simplement le métier. On a bien compris ça. Merci Éric Leblanc. Je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes à la tête de Anjou Métiers d'Art, une association que l'on peut retrouver sur Anjou Métiers avec un S d'art.fr. C'est toujours excellent et on le prouve. Nous sommes en compagnie ce soir de l'excellente romancière engagée Karine Thuil qui sera rejointe dans un instant par l'excellent metteur en scène, réalisateur, comédien et photographe inédit de Paris, Jérémy Lippmann. Il est 19h27. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bienvenue sur Sud Radio, votre radio, celle qui vous parle vrai. Et bienvenue dans C'est excellent, votre émission de dimanche à 19h en direct. Si vous nous rejoignez, vous avez raté beaucoup, mais bonne nouvelle, il en reste encore. Je suis ce soir en compagnie de la romancière Karine Thuil et du metteur en scène et comédien Jérémy Lippmann. Bienvenue sur Sud Radio, Jérémy Lippmann. Merci de m'inviter. Avec plaisir. Jérémy Lippmann, s'il y en a un qui représente bien la réussite dans sa passion, c'est vous. Vous avez fait vos armes au cours Florent, l'école du cirque, puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Mais on imagine que l'obsession des planches vous a touché bien plus tôt. Est-ce que ça vous vient de l'enfance, Jérémy Lippmann? Alors, pas du tout. En fait, ça vient du roller. Ah ouais? Ah, incroyable. Du roller au Trocadéro. D'accord. Que je partage avec ma femme, qui est une fan de roller. Ouais. Moi, j'étais souvent le mercredi et le samedi. Il y avait deux bandes. Il y avait la bande du Trocadéro et puis la bande de Montparnasse avec Jésus. Moi, j'ai intégré celle du Trocadéro. Et là-bas, un jour, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit vous avez une bonne bouille, je sais pas quoi, vous êtes gamin et tout, vous ne voudriez pas faire un film? Je dis je sais pas et tout, je rentre chez WAM et puis je dis à ma maman, je dis il y a peut-être un truc et tout. Elle me dit mais c'est quoi? Oui, mais c'est pendant les vacances. Puis je suis parti faire ce film-là, j'avais 11 ans. Et c'était quoi ce film alors? C'était un moyen métrage de Diane Bertrand, la femme de Jeunet, donc c'était avec lui aussi, et en fait à la fin ils m'ont offert une PlayStation et là j'ai dit putain c'est mortel ce truc et tout. Donc voilà, c'est parti de là. C'est comme ça que vous êtes devenu comédien? Écoutez, oui, alors après il y a eu d'autres petites aventures, mais moi j'ai arrêté l'école à 14 ans et en tous les cas j'ai un grand frère qui est photographe de mode et une maman qui je rebondis là-dessus parce que la personne qu'on écoutait où il faut
il faut amener les jeunes à découvrir, les faire rêver. En tous les cas, moi, j'ai eu la chance qu'on me fasse rêver, qu'on me dise tout était possible, bien sûr avec de la rigueur, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà, le théâtre, à un Vous moment avez donné... été chanceux aussi, parce qu'une première expérience avec Genet, quand même, c'est... Ouais, avec sa femme. Mais bon, il était dans le coin, quoi. Ouais, mais bon, ça, c'est pareil. Moi, je n'accorde pas plus d'importance, avec tout le respect que je leur dois, à des titres. Voilà, donc c'était une chance, mais surtout c'est des la grands chance. artistes, surtout. Ouais. Mais la chance, surtout, c'était qu'ils m'ont permis de découvrir une passion et quelque chose. En Vous incarnez dedans. Ouais. Et alors, vous avez débuté en tant que comédien, puis très vite, vous vous êtes lancé dans la mise en scène. Est-ce que vous aviez besoin d'élargir le champ des possibles ? Alors non, la mise en scène, c'est carrément une anomalie. Ouais. C'est en fait un directeur de théâtre qui venait me voir jouer. J'étais à la Comédie Française, que après le conservatoire, ils m'ont engagé un peu là-bas. Et combien de temps vous avez fait à la Comédie Française ? C'était pour 2 spectacles que j'ai fait avec eux. Et il y a un directeur qui vient me voir, mais j'étais minot à l'époque, qui me dit vous ne voudriez pas faire une mise en scène dans mon théâtre ? Alors là, je suis tombé sur le cul, parce que jamais, dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé à ça, donc je lui ai dit non. Et puis 1 an après, il est revenu me voir dans une autre pièce, c'était à la Colline, je crois. Ouais. Et il me dit vous m'avez pas appelé et tout, ma proposition tient toujours. Et puis je me suis dit, soyons pas cons, faisons une tentative si vous m'offrez la liberté et la chance de faire ça. Et j'ai monté un texte de Jon Fosse, parce que je suis fan de Jon Fosse. Discuter sur justement l'écriture théâtrale et les didascalies et la ponctuation, tout ça. Et c'est un auteur qui, moi, avec Lars Noren, me plaît beaucoup. Ouais. Et j'ai fait cette aventure-là. Ça s'est pas trop mal passé. A priori, très bien, parce que vous avez continué ensuite. Ouais. Et après, j'en ai pas refait pendant 8 ans. Ah, c'est incroyable. Et après, j'en ai c'est qu'une histoire de coïncidence, en fait, tout ça. Oui, je crois. Qui vous incarne à chaque fois dans le chemin où vous devez être, en fait. Oui, en tous les cas, je crois j'ai eu une professeure qui était Isabelle Nanty. Ouais. Au cours Florent quand j'étais gamin, et elle m'avait dit un jour le truc qu'il faut jamais perdre, c'est la curiosité. Et je crois que quand on veut faire, et d'ailleurs ça peut être amené à plusieurs métiers, je ne crois pas qu'au métier d'art, mais quand on est jeune, il faut susciter dans l'éducation la curiosité. Avec ça, vous aurez toujours de quoi vous démerder, si vous êtes curieux. On s'ennuie jamais si on est curieux, Exactement. Effectivement. Alors, vous avez connu, Jérémy Lippmann, nombre de succès, dont 2 Molières en 2015 pour La Vénus à la fourrure, que vous avez mis en scène avec Marie Gillin, que vous avez fait revenir d'ailleurs sur scène. Vous avez aussi le Molière du meilleur comédien pour Nils Arestrup, qui était dans Rouge, donc qui a été cette année, là, vous l'avez eu. Vous avez aussi mis en scène Joe Star dans Éloquence à l'Assemblée, qui était au Théâtre de l'Atelier, qui était, donc lui, c'est sa première expérience scénique théâtrale. Et puis vous mettez aussi en scène NTM ou M sur scène. Enfin, c'est excellent tout ça d'ailleurs. Comment définiriez-vous un excellent metteur en scène ? Je crois que c'est quelqu'un qui aime regarder, et je reviendrai aussi à la curiosité, et qui n'a pas peur par contre d'être du point de vue du spectateur, et donc d'être impartial sur le fait que nous sommes là pour que le spectateur reçoive l'histoire, ou en tous les cas qui passe un moment important. Ce qui veut dire que par rapport à ça, il ne faut pas être lié d'amitié, il faut être assez dur, quoi. En fait, c'est un métier assez dur. C'est un métier de directeur, quoi. Voilà, de regarder, d'écouter, et de dire là, t'es juste, là, tu joues, moi, jouer, le spectateur qui a payé sa place, il n'en a rien à foutre, donc soit. Voilà. Donc, et alors, est-ce que les comédiens, vous projetez, vous adaptez à leur personnalité, forcément, quand vous les mettez en scène, ou est-ce que vous imposez finalement votre style ? Non, jamais. C'est vraiment moi, je m'adapte pas à eux, mais quand on prend un acteur, on le prend aussi avec son vécu. Ouais. On peut pas faire erase direct. On aimerait bien de temps en temps, mais on peut pas. Et donc après, c'est un chemin. On parlait de temps, et on parlait de temps aussi sur votre émission, et c'est fort agréable. Mais que tout ça vient avec le temps, et que donc c'est un accompagnement. Et de se servir pour qu'il cherche comment aimer son personnage, et à le faire éclore pour qu'il soit clair pour le spectateur. La clarté, c'est très important. Jérémy Lippmann, est-ce que c'est le même exercice de mettre en scène au théâtre et une scène musicale, par exemple N ou NTM ? Alors, au fond, c'est un espace que moi j'ai comme outil, et des spectateurs. J'en reviens. Excusez-moi. Bien sûr, mais c'est important, le spectateur. Mais d'une certaine façon, pour le monde de la musique,
souvent, jusqu'alors, il y avait une chanson, on applaudit au bout de 3 minutes, noir. Et après, on rallume une nouvelle chanson. Non, un auteur, un artiste musicien, il écrit une histoire quand il crée son disque. Et donc moi, c'est le travail que j'essaye d'insérer à l'intérieur. Et même pour NTM, c'est ce travail-là de plus de dramaturgie, on va dire, tout en étant spectaculaire et en étant impactant comme il faut. Mais voilà, c'est que moi, j'essaye de ne pas couper et de proposer que l'émotion continue et ne s'arrête pas toutes les 3 secondes. D'accord, donc c'est dans le temps justement qu'on trouve le bonheur. Ouais. Et puis les espaces aussi, parce que maintenant on a plein d'outils technologiques, que ça soit des écrans vidéo, des trucs, tout ça, et de revenir aussi à l'essence et donc d'un seul coup quand même aux mots, à la voix. Et donc au fond, moi dans le théâtre c'est des mots, mais dans la musique, les chanteurs, c'est des mots. Par contre, c'est un DJ parce que mais c'est encore des mots. Pour parler un peu de scène, Karine Tuile, tout à l'heure, on l'a dit hors antenne, votre livre Les choses humaines est adapté donc actuellement au cinéma avec Charlotte Gainsbourg et Mathieu Kassovitz, il y a une adaptation. Par Yvan Attal, oui. Oui, par Yvan Attal, pardon. Et puis il y a aussi au théâtre Salomé Lelouch qui remonte. Est-ce que vous pensez, Karine Tuile, que tout part de l'écrit ? Parce que finalement, pour que le metteur en scène puisse travailler correctement, il faut que le texte fonctionne. Oui, alors après, moi j'ai beaucoup d'admiration. C'était très intéressant d'écouter Jérémy Lippmann parler de son travail. J'ai beaucoup d'admiration pour ce métier-là, pour tous ces métiers qui finalement se réapproprient l'écrit d'un auteur ou quel qu'il soit d'ailleurs, et ils en font finalement quelque chose de totalement différent. C'est une réinvention totale, et j'ai beaucoup d'humilité et beaucoup d'admiration par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, il y a le tournage, et je me rends compte que je ne connaissais pas vraiment précisément ce que signifiait d'être un acteur. Et j'ai assisté à des journées de tournage, et c'est absolument extraordinaire de voir la façon dont un acteur s'approprie le texte, comment le metteur en scène va chercher différents points de vue, différentes façons de présenter cette scène, et à chaque fois c'est totalement nouveau. Autre chose. Et c'est une expérience passionnante. Jérémy Lippmann, est-ce qu'on peut faire une bonne mise en scène avec un texte pauvre ? Non, parce qu'elle sera remplie de tricheries, donc elle sera mauvaise. D'accord, donc pour qu'une mise en scène soit bonne, c'est l'authenticité qui prime. Bien sûr. Il y a plein de grands metteurs en scène, surtout cinéphiles, qui l'ont dit, mais tout part du texte, quoi. Tout part du texte. Voilà. Alors on en vient à la question que je pose à tous mes invités dans cette émission. Je vais commencer par Karine. Karine Tuile, qu'est-ce que c'est que l'excellence française, selon vous ? C'est une très bonne question. C'est difficile. Moi, j'ai beaucoup de modestie par rapport à ça. C'est quoi d'abord c'est forcément subjectif. L'excellence, voilà. Moi, je dirais que chacun fait de son mieux avec ses talents, ses dons, son savoir-faire. J'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure de votre invité sur les métiers d'art. Pour moi, c'est ça l'excellence, c'est faire de son mieux avec les talents qui nous sont donnés. Vous êtes d'accord, Jérémy Lippmann ? Je suis carrément d'accord, et si je peux juste rajouter un petit truc, c'est que je trouve qu'on a la chance d'être un pays qui rayonne dans le monde. Quand on dit qu'on est français n'importe où dans le monde, et les gens ils sont quand même l'excellence, en tout cas ce mot-là pour être affilié à ça, et que je trouve, soyons gardiens, ne la perdons pas. Et qu'est-ce qui fait que l'excellence française, elle est particulière par rapport à ce qu'on peut voir à l'international, par exemple ? Pourquoi est-ce qu'il y a cet esprit français qu'on a tellement envie toujours de mettre en avant ? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent ? Je crois que ça vient aussi de notre histoire, et que ça vient aussi de nos auteurs, de nos écrits, et d'une certaine façon d'une éducation, mais aussi d'une liberté. Et d'ailleurs, Paris, quand on parlera tout à l'heure, moi j'étais à Cessier, mais en fait il y a plein de petites ruelles, il y a plein de dédales, tout ça, qui ne sont pas des villes comme New York ou comme Los Angeles, qui sont beaucoup plus mathématiques, et je trouve qu'à l'intérieur de ça, il y a le charme, et donc au travers du charme, l'excellence peut jaillir. Oui, parce que Jérémy Lippmann a sorti un très beau livre qui s'appelle Paris à vol d'oiseau, qui est sorti chez Gallimard, avec un conte inédit, j'allais le dire, de David Fouequinos et votre frère Basile Dell. Voilà, très beau livre à retrouver. Alors on continue dans pas très très longtemps, ne bougez pas, c'est excellent, revient tout de suite avec Karine Tuile et Jérémy Lippmann. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair.
Bienvenue sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai, et bienvenue aussi pour le dernier quart d'heure de cet excellent. Comme chaque dimanche à 19h, je donne la parole à l'excellence française, tous secteurs confondus. Je suis ce soir en compagnie des excellents Karine Thuil et Jérémy Lippmann. Jérémy Lippmann, je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes metteur en scène, réalisateur et comédien, et depuis peu, vous êtes aussi devenu en quelque sorte photographe. Vous vous êtes allié avec votre frère, Basile Del, et avec l'écrivain David Fouequinos pour nous proposer un magnifique livre d'images de drones, de vues de haut inédites de Paris. Paris à vol d'oiseau, sorti le 1er octobre dernier aux éditions Gallimard. Je le montre à l'écran maintenant pour nos auditeurs. Alors c'est une aventure cross-support, puisque ce livre est aussi un film de 20 minutes qui a été projeté et une exposition en cours sur les grilles de la Tour Saint-Jacques à Paris, si je ne me trompe pas. Pas en cours, elle arrive, elle commence le 22 octobre. D'accord, ça a été décalé alors peut-être. Oui. Bon, alors les supports multiples et le travail d'équipe, c'est une belle métaphore pour parler de ce projet. C'est un choix conscient au départ, c'était important de le faire ensemble avec votre frère, c'est ça? Oui, ça c'était quelque chose de sine qua non. Oui. Voilà, c'était un rêve qu'on avait tous les deux, parce qu'on est natifs de Paris, qu'on connaît la ville, vraiment en tous les cas, on l'a bien arpenté tous les deux en tant que garçons. On a fait nos études ici, et voilà, on s'est toujours dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait si on pouvait prendre un peu de hauteur sur le monde qui nous entoure, et aussi ce rêve, quoi, parce que Paris c'est quand même une ville où le pigeon ou l'oiseau est quand même assez roi, et en fait il y en a beaucoup, et il y a des bandes, il y a des bandes d'oiseaux et tout, c'est assez dingue parce qu'on en a rencontré plein. Vous avez rencontré des bandes d'oiseaux? Ouais, carrément, vers l'île de la Cité et tout, ils attaquent les drones et tout. Non, il y en a qui sont pas rigolos et tout, pourtant dans les beaux quartiers et tout. Mais voilà, nous on avait un désir, c'était d'offrir à la Cité et aux gens, de prendre de la hauteur et d'aller voir des choses qu'on ne peut pas voir sans être un oiseau, et que c'est un sentiment au fond enfantin, mais tout le monde a rêvé d'être un oiseau, et souvent quand je parle avec des gens qui ont un autre âge, un peu plus avancé, ils rêvent encore d'être un oiseau. En tous les cas, c'est un rêve qui est universel, et donc maintenant les machines le permettent, et on est parti dans ce délire-là avec mon frère. Alors, David Fouequinos, il a écrit pour l'occasion un conte retraçant l'histoire d'un oiseau venu à Paris pour y retrouver son amour. Enfin, ça a dulciné, enfin, on y projette ce qu'on veut finalement. Il y a une sorte de magie au mélange de Stex et de vos images, et puis d'amour justement, puis alors d'amour fraternel, on en parle, romancé, puis l'amour d'une ville. C'est une bonne réponse à notre actualité troublée, c'est délibéré ça? Même si ça fait déjà longtemps que ce projet était né, il arrive au bon moment peut-être alors. Oui. On l'espère en tous les cas. Mais voilà, c'était aussi avec mon frère, on s'est dit comment faire pour que ces livres-là, qui sont destinés à être sur des tables basses ou dans des commodes ou dans des maisons de campagne ou dans des appartes, comment lui permettre de voyager. Moi, j'ai eu une fille il y a pas très longtemps, et depuis je lui raconte des histoires, et je me suis dit tiens. Si on écrivait un conte au travers d'un bouquin de photos, je me suis renseigné, ça n'avait pas été trop fait et tout. Et donc voilà, je me suis dit, je vais appeler David, j'espère qu'il me dira oui. David Fouequinos. Voilà, David Fouequinos. Et direct, il m'a dit, ouais, ok, c'est parti. Et voilà, on est parti pour que, au fond, ces photos soient incarnées. Et que pour moi, c'est une chose importante, l'incarnation, pour que d'un seul coup, il y ait une histoire au travers des images ou des spectacles. Et alors, comment on fait pour incarner une photo de drone ? Ça, il faut demander à David. Moi, je ne suis pas auteur. Invitez-le, il racontera. Mais pour vous, par rapport à l'image aussi, c'est-à-dire dans ce que vous racontez de vos images, finalement, prendre de la hauteur, c'est une chose. Avec un drone, c'est autre chose, parce que du coup, c'est plus vous qui êtes derrière l'objectif, vous êtes en bas. Voilà. Donc, il y a quand même une incarnation. Comment vous faites pour que ça soit personnalisé quand même ? À la fin, avec mon frère, on a failli se transformer en oiseau, parce que c'est quand même un travail d'un an. Un an et demi. Un an et demi, en tout, un an et demi. Parce qu'il fallait les autorisations en plus, etc. Voilà, les autorisations, et puis surtout, on voulait avoir les 4 saisons, et voilà, par rapport à la photo, c'était d'avoir les lumières et d'avoir différentes lumières, et de ne pas avoir que les magnifiques bâtiments qui jalonnent Paris et que les gens connaissent. C'était aussi d'offrir à Paris, parce qu'un oiseau, il va aussi dans le 13e, il va aussi dans les quartiers plus délabrés et tout ça. Donc c'était d'être vraiment sincère, et donc à la fin de presque en faire un Paname, quoi. Comme un Ciao Pantin qui a fait un hymne à Paris, et donc c'est pour ça que ça nous a pris du temps. Est-ce que vous l'avez redécouvert, la ville, du coup ? Ouais, grave. Complètement. Alors, et ça c'est vraiment sincère, c'est que au départ on s'est dit peut-être que on va envoyer notre oiseau là-haut, et puis ça va être bon comme ça, et puis dès la première prise de vue, sans déconner, avec mon frère, on s'est dit putain, ça chie quoi. Alors on tient un bon truc, et puis le lendemain on est reparti, et on n'a pas arrêté d'être émerveillé. Sans ça, on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout, parce que c'était un projet trop pharaonique.
s'il n'y avait pas à chaque fois de l'émerveillement, de la découverte. Donc la magie, c'est aussi ça finalement, c'est la redécouverte d'une vision de votre ville qui était peut-être un peu ternie. Oui, en tous les cas, elle a pris un petit coup dans la gueule ces derniers temps. Et donc voilà, et en même temps, elle y peut rien, et elle rayonne quand même, ce que je disais, quoi, dès qu'on a la chance de voyager un peu dans le monde, tout le monde parle de Paris comme cette ville lumière, comme cette ville qui offre tant de choses. Et donc, c'était aussi au travers de ce livre-là de lui rendre hommage, quoi. Karine Tulle, vous auriez envie d'écrire un roman sur Paris, un de ces jours? Ça se passe, mais vraiment, se passe souvent à Paris, qui est une ville sur la effectivement ville très inspirante. Moi, c'est New York et Paris sont deux villes qui m'inspirent beaucoup dans les livres. En tout cas, vous m'avez donné envie de lire le livre parce que je trouve que le projet, enfin, quand je vous entends en parler, c'est extrêmement poétique. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a besoin aussi dans notre vie d'un retour de la poésie. Qu'elle soit écrite ou comme ça imagée, enfin, c'est très beau. Et est-ce que vous pensez que c'est important de redécouvrir finalement les choses en général, que ça soit notre ville ou ce qu'on vit tous les jours? Alors je parle pour les Parisiens, mais ça marche pour toute la France évidemment. Est-ce qu'il faut se réinventer finalement pour redécouvrir aussi? Oui, et il y a un bon moyen aussi de se réinventer, de découvrir des lieux, c'est de marcher. Ouais. Je fais toujours le lien entre l'écriture et la marche. Et je trouve que pour découvrir une ville, rien ne vaut la marche et de se perdre finalement dans cette ville pour se l'approprier. Et vous avez fait ça, Jérémy? Vous avez beaucoup marché à Paris? Ah oui, on a beaucoup marché. Mais voilà, c'est vrai qu'aussi, je rebondis sur ce que vous disiez, et je me permets de dire que Jérémy Lippmann. Que ce que a dit Karine tout au long de son interview, ça m'a fait vraiment triper. On a de la chance d'avoir des gens comme ça. Non, c'est vrai. Voilà. Et par rapport à ça, ça veut dire que aussi pour nous, dans ce projet-là, Paris à vol d'oiseau, il était important d'offrir, si on peut, autant de faire se peut, d'offrir le temps. Parce que dans les grandes villes, maintenant il y a une telle frénésie, on est tellement happé qu'on s'offre plus le temps de regarder les choses. Alors nous, au travers de ces photos et de cette histoire, on essaye on a pris le temps, nous, de le faire pour que les gens puissent derrière prendre le temps. Et c'est la seule liberté qu'on ait, c'est de s'offrir du temps aujourd'hui. Oui, c'est vrai ça. Est-ce que justement vous pensez que cette période qu'on a tous traversée, la question elle est pour tous les deux aussi, nous a fait du coup, comme je parlais de réinventer, repenser nos vies et prendre plus de temps justement pour découvrir les choses? Est-ce qu'il y a un retour à l'esprit? Oui, je crois que les gens ont pris conscience que c'était vraiment quelque chose de nécessaire et que peut-être le capitalisme et le monde moderne s'étaient un petit peu emballés. Et en tous les cas, il y a eu une chose qui a éclos de ça, c'est que les gens ont pris plus de temps dans leur foyer, dans leur famille, dans leurs relations aussi. Et ça peut faire un peu peur au départ, mais au fond, c'est nécessaire. Voilà. Donc, vous êtes d'accord, Karine Tulle? Oui, ça a aussi été un moyen pour les gens d'échanger. Enfin, il n'y a jamais eu autant de tribunes et de textes qui ont été écrits qu'au moment du confinement. C'est-à-dire, effectivement, penser demain, est-ce qu'on va changer nos comportements, notre façon de consommer aussi, y compris dans le domaine artistique. J'étais quand même très heureuse de rappeler que aujourd'hui, les gens lisent plus de livres qu'avant. Ouais. Et c'est ce que disait Jérémy, c'est que aujourd'hui, il y a un retour aussi, un désir de temps long, un désir des choses plus ancrées dans un réel proche de la nature, et certaines effectivement choses qu'on nous a d'une certaine façon imposées, comme cet ultra-capitalisme et ce libéralisme à outrance, aujourd'hui ça tend à s'atténuer. En tout cas, je l'espère. Pour le moment, on ressent ça, mais je ne sais pas si ça va tenir sur la durée. Jérémy Lippmann, est-ce que pour se réinventer justement dans une période comme ça, quand on est metteur en scène, c'est pas un petit peu compliqué quand même? Si, c'est... Comment vous la vivez cette période? Écoutez, voilà, moi j'essaie de garder un optimisme, mais c'est super compliqué parce qu'au fond, il y a tous les hommes de l'ombre aussi à l'intérieur, et on n'en parle pas énormément. Ouais. Parce que quand il y a un spectacle que les spectateurs voient, en fait derrière il y a plein de gens, quoi. Ouais. Et tous ces gens-là, on n'en parle pas trop. La technique, quoi, toute la technique. La technique, mais qui sont aussi des artistes au fond. Oui. Et eux, c'est vraiment chaud. Et donc voilà. C'est encore plus chaud pour eux? Oui, voilà. Donc moi, je peux pas me plaindre par rapport à voilà, à ces gens-là. Donc c'est compliqué, mais en même temps, qu'est-ce qui en sort de positif de tout ça?
c'est que les gens, quand ils vont au théâtre, et là j'ai été à une de mes représentations, les gens crient vive le théâtre, tout ça, c'est pas par rapport au spectacle qu'ils ont vu, c'est par rapport au moment qui passe et que la culture leur a profondément manqué. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir. C'est que les gens, ils veulent, ils ont envie, ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'écran. Ils les ont. Donc ça peut nous rassurer un peu. Karine Thuil, est-ce que la poésie va sauver le monde ? Je l'espère. En tout cas, déjà, les images poétiques, oui, la poésie, moi je fais partie de ceux qui encouragent toujours à la lecture de poésie. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme de poésie dans votre vision aussi de la société, dans votre manière de la raconter ? J'aimerais, on me reproche souvent ma noirceur, mais quelque part, oui, j'aime aussi... Il y a de la poésie aussi dans la noirceur. Je sais que Jérémy a adapté une pièce sur Rothko, et dans son travail, il y a cette présence de cette noirceur, et en même temps, c'est un travail qui est extrêmement poétique aussi. Donc, effectivement, je crois qu'on peut trouver de la poésie dans toutes les formes de vie. Donc finalement, on ne peut pas faire, dans une période compliquée où on a du mal à s'en sortir, il y a des choses positives qui en sortent et inversement. Donc finalement, la dualité qui est propre à cette vie fait aussi notre richesse et fait aussi cette excellence française dont on aime à parler ici. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. C'est la complexité de la vie et des arts, et c'est ce qui rend aussi la vie si intense. Voilà. Jérémy ? Là, je peux rien dire. Là, c'était mortel. Bon, ça sera le mot de la fin pour tous les deux. Merci beaucoup, Karine Thuil et Jérémy Lippmann, d'être venus partager avec moi et nous cet excellent moment. Et prenez soin de vous tous les deux, surtout. Mes chers auditeurs, merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures excellentes et passionnantes. Merci à Quentin Cabanis qui a réalisé cette émission, à Lara et Arthur au web et à toutes les équipes de Sud Radio. Vous pouvez retrouver le livre de Jérémy Lippmann en librairie avec Basile Del et David Fouequinos, Paris à vol d'oiseau, sorti chez Gallimard depuis le début de ce mois, et le livre de Karine Thuil qui, je le rappelle, a été prix Interallié et prix Goncourt des lycéens en 2019, Les choses humaines, chez Gallimard également, à retrouver en librairie. Cette émission est disponible en podcast et vidéo sur le site et la chaîne YouTube de votre radio préférée, Sud Radio bien évidemment. Bisous les copains, c'était excellent.